Mesdames, Messieurs, bienvenue chez Africa 24 pour une autre édition de l'interview. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun permet à Célestin Djamène, président de l'Alliance patriotique républicaine, qui est notre invité pour cette édition, de confirmer sa nouvelle approche d'alliance avec la majorité présidentielle. Un ralliement détonnant pour une des figures longtemps affichées de l'opposition à Paul Biya. Découvrons ensemble les motifs de son ralliement, sa vision du scrutin face aux 11 autres candidats en liste pour les présidentielles, les perspectives de son parti politique au Cameroun dans les prochaines échéances. Monsieur Célestin Djamène, bienvenue chez Africa 24. Merci beaucoup, chère madame, et bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs d'Africa 24. Vous avez récemment déclaré que le chef de l'État, Paul Biya, est le plus panafricaniste des présidents africains actuels, à l'exception peut-être de Laurent Gbagbo. Quels sont les actes que, selon vous, fondent cet avis? Bien, je pense que pour ceux qui n'ont pas la mémoire courte, je rappelle quand même qu'il y a des axes très importants qui me permettent de qualifier aujourd'hui le président de la République, candidat sortant, comme un panafricaniste authentique et réel. Pourquoi je dis ça? Je rappelle que dans les années 2006 à 2008, il y a eu de très fortes négociations entre le président camerounais et son homologue libyen, Mouammar Kadhafi, pour se débarrasser du franc CFA et d'installer finalement un fonds monétaire africain. Eh bien, à cette époque-là, les gens ne le savaient peut-être pas, il y a eu des négociations extrêmement fortes et qui ont duré quand même un certain nombre d'années et qui ont abouti à la décision d'installer le siège du FMA, dont Fonds monétaire africain, à Yaoundé au Cameroun, dont M. Kadhafi, qui était l'initiateur de ce projet, a estimé que le président Paul Biya incarnait vraiment cette vision, peut-être discrète, mais efficace du panafricanisme. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé à cette époque d'installer le Fonds monétaire africain à Yaoundé au Cameroun. Et je dois dire que, quelque part, cette décision a été, de mon point de vue, son arrêt de mort. L'acte qui a signé son arrêt de mort, parce qu'en finalement, après ça, quand les Occidentaux, notamment la France, a appris qu'il y avait un fonds monétaire africain qui devait naître, eh ben, on a simplement organisé son assassinat, tout simplement. Et par ailleurs, je rappelle aussi que M. François Fillon, qui était le Premier ministre de la France, sous la présidence de M. Sarkozy, en 2009-2010, jusqu'en 2012 d'ailleurs, est arrivé au Cameroun, ici même à Yaoundé, pour essayer de, comment dirais-je, renouveler les accords coloniaux. Et M. Biya, dans sa légende de discrétion et son efficacité sur les questions panafricaines, a simplement dit non, que le Cameroun refusait de renouveler les accords coloniaux. Donc pour moi, c'est un acte panafricaniste très fort. Et enfin, le dernier élément qui m'a permis de le considérer comme un authentique panafricaniste, c'est effectivement la dernière commission mixte franco-camerounaise sur les génocides qui ont eu lieu dans Pays-Bassa et Bamileke. Effectivement, jamais un président français n'avait reconnu ce génocide au Cameroun. Eh bien, Macron l'a fait, et sous la pression, sous le management du président Paul Biya. Et je rappelle qu'on ne s'est pas arrêté là. Par la suite, non seulement la France l'a reconnu, mais elle s'est engagée à réparer financièrement, logistiquement, les massacres perpétrés en Pays-Bassa et Bamileke. Donc pour moi, c'est inédit. En dehors de l'Algérie, on n'a jamais vu ça en Afrique subsaharienne, du moins pour les États qui étaient anciennement colonisés par la France. Donc pour moi, les critères sont complets pour effectivement considérer que M. Paul Biya, le candidat sortant que je soutiens, est un véritable panafricaniste. Dans vos propos, vous soulignez les qualités diplomatiques du président Paul Biya et affirmez que dans le contexte international actuel du président Paul Biya est le moins mauvais des candidats en termes de crédibilité et d'expérience. Décrivez-nous en contexte international comment ce contexte influence-t-il le Cameroun? Oui, parce qu'on a beau dire, mais je pense quand même que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, du moins entre l'OTAN et la Russie, aurait pu déboucher sur une troisième guerre mondiale, si les États-Unis n'avaient pas eu cette posture d'abstentionniste. Parce que si les États-Unis s'étaient aussi rangés du côté de l'OTAN, dont pourtant ils sont quand même l'un des maîtres, si j'ose dire, je pense qu'on aurait abouti carrément à une troisième guerre mondiale. Et Dieu merci, je crois que l'élection de Joe Biden et l'arrivée de Trump a fait qu'effectivement, M. Trump a compris les enjeux internationaux et que finalement, il valait mieux pas, n'est-ce pas,
escalader pour aboutir à une troisième guerre mondiale. Et donc, effectivement, là, ça aurait pu impacter l'Afrique, et le Cameroun en particulier. Vous connaissez la place du Cameroun dans ce continent, c'est le golfe de Guinée, très riche en pétrole, très riche en matières premières en général. Et donc le Cameroun aurait été fortement impacté, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans les relations économiques, le Cameroun fait commerce avec la Russie, notamment en termes de céréales, même si chez nous, on a encore des terres fertiles en mesure de produire des céréales. Bon, on ne peut pas négliger l'importance, si j'ose dire, de l'importation qui nous vient de la Russie et même de l'Ukraine, dont il y aurait eu de manière directe ou indirecte, des impacts très négatifs sur l'économie camerounaise. Donc, je pense qu'à ce moment-là, le président Paul Biya, à l'époque, quand même, avait estimé qu'il fallait poser un acte fort, c'est-à-dire qu'envoyer son ministre délégué de la Défense, M. Betia Somo, à Saint-Pétersbourg pour renouveler ou signer en tout cas les accords militaires avec la Russie. Ce qui n'était pas assez ordinaire, puisqu'en vérité, on considérait que le Cameroun était un pays dans le giron de la France. Alors en pleine guerre, autant Russie, voir un pays anciennement sous tutelle de la France aller signer des accords militaires en pleine guerre avec l'ennemi, entre guillemets, là c'est quand même osé. Donc c'était un acte extrêmement fort, et je crois que sur le plan diplomatique, le Cameroun a su quand même arrondir les angles, et M. Macron a été reçu à Yaoundé, rappelez, juste après ça. Et je crois que ça s'est très très bien passé, et grâce justement à la maestria du président Paul Biya. Donc je pense que ça touche son style sur le plan des négociations internationales, a fait tache d'huile. Et aujourd'hui, il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître que M. Paul Biya est un fin négociateur, et c'est lui qui, à mes yeux, me semble le plus qualifié pour gérer les 7 premières années sur le plan international, sur le plan africain. Vous avez vu avec l'AES, il n'y a pas une certitude que les 3 pays de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, ne vont pas sortir du franc CFA. Et tout cela fallait... Est-ce qu'on peut dire que cela revêt du support que le Cameroun porte à la Russie vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine? Oui, c'est-à-dire qu'il fallait quand même qu'un pays, anciennement sous tutelle, puisse poser un acte majeur. Je crois que cela a valu d'ailleurs au président russe, M. Poutine, d'inviter le président camerounais au sommet de Moscou, quelque temps après. Donc c'est pour dire qu'il a la reconnaissance de l'ensemble de ses homologues internationaux. Je ne vais pas citer M. Gbagbo qui a, quand il était à la CPI, dit que le seul président africain qui le prenait au téléphone, qui l'appelait, c'était le président camerounais, Paul Biya. Je ne rappelle pas, je ne veux pas rappeler ici les propos dithyrambiques du président rwandais, M. Kagame, à l'endroit de M. Paul Biya. Donc il n'y a que les Camerounais qui pensent peut-être que le panafricanisme, c'est un panafricanisme pamphlétaire, comment dirais-je, contestataire, je vais bien, mais incantatoire. M. Paul Biya, le candidat que je soutiens, n'est pas dans l'incantation, il n'est pas dans l'exubérance, il n'est pas dans l'intempérance, il n'est pas dans l'intolérance. Il fait un panafricanisme discret, mais efficace. Et c'est en ça qu'il est panafricaniste. Et je pense que les effets sont parfaitement palpables sur le plan mondial, sur le plan international. Vous avez été un opposant au président Paul Biya avant d'apporter ces derniers mois votre soutien à sa candidature avec votre parti, l'Alliance patriotique républicaine. Quel regard portez-vous sur votre parcours d'opposant et qu'avez-vous amélioré à travers votre lutte politique? Bon, vous savez, un parcours politique, c'est une évolution, parce qu'en vérité, je pense qu'il faut être obtus pour ne pas se rendre compte qu'un homme politique doit s'arrimer, j'allais dire, aux réalités. Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre des bouleversements tels qu'on les vit depuis un certain temps, aussi bien sur le plan national qu'international, en restant figé, n'est-ce pas, comme un roc, sans tenir compte des bouleversements qui ont lieu. Donc j'ai, dans mes analyses politiques, me semble-t-il, j'ai tenu compte, n'est-ce pas, des évolutions de la politique et même du monde économique en général. Et donc, ça m'a porté progressivement à penser qu'à un moment donné, il faut arrêter avec l'activisme politique. L'activisme politique, je considère que c'est un peu le stade infantile, puéril de la politique. Parce que pour moi, la politique, c'est 3 phases. Il y a le stade puéril, infantile, le stade d'adolescent, et le stade de l'âge adulte politique. Je crois qu'un homme politique commence par l'émotion, parce que c'est le cas de plusieurs activistes que je vois souvent, c'est-à-dire qu'il sait bien de contester, c'est bien de réagir, mais quand on évolue dans la sphère politique et qu'on veut faire appliquer ses idées,
il faut prendre conscience de l'impact qu'on peut apporter, qu'il soit négatif ou positif. Il faut prendre conscience qu'on sera peut-être amené un jour aux responsabilités, dont les actes qu'on doit poser doivent être des actes mesurés, réfléchis. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup pensent que j'ai changé. Non, j'ai évolué dans ma vision des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt avoir le souci de régler les choses, plutôt que de contester de manière anarchique et puis activiste, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais je pense que dans la vie, il faut évoluer. Donc aujourd'hui, je suis à un stade où je pense qu'il faut penser aussi à ce que les alternatives qu'on propose deviennent des réalités. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt, comme un joueur sur un banc de touche, n'est-ce pas, à entrer sur l'aire de jeu et à assumer le poste qu'on lui aura confié. C'est ça l'ambition d'un homme politique raisonnable. Maintenant que vous êtes au sein de la majorité présidentielle, quel regard portez-vous au président Paul Biya? Bon, il ne faut pas aller trop vite en besogne parce que je pense que le mot majorité présidentielle est un peu abusif pour l'instant. Pour le moment? Oui, pour le moment, c'est... Par rapport aux élections qui se sont tenues en 2018? Je suis d'accord avec vous, parce que quand j'entends par majorité présidentielle, les personnalités, ou les partis politiques d'ailleurs, qui ont signé un accord politique formel avec le président de la République, ou tout au moins avec son parti. Le G20, c'est une coalition des leaders de l'opposition, c'est une dynamique qui ont abouti sur le soutien, sans embâche, soutien formel de ces leaders de l'opposition au président, au candidat Paul Biya. Il faut bien comprendre. Ça n'implique pas forcément qu'il y ait un lien, un accord signé avec le RDPC, non. Donc nous ne sommes pas encore dans cette majorité présidentielle. Peut-être qu'un jour, peut-être on peut penser aux législatives, si ces leaders d'opposition, à travers leur parti, sont massivement portés à l'Assemblée nationale, à ce moment-là, on va officiellement, si j'ose dire, ou officieusement, je n'en sais trop rien, rentrer dans la majorité présidentielle. Pour l'instant, nous sommes une coalition, le G20, qui soutient un candidat, et ce candidat s'appelle M. Paul Biya. Et qu'en dites-vous de sa vision depuis que vous avez commencé à le soutenir? C'est une vision qui me semble être sur la ligne des grands bâtisseurs, même si effectivement dans la pratique beaucoup de ses collaborateurs l'ont trahi, si j'ose dire, parce que j'en veux pour preuve que c'est quand même l'un des rares présidents d'Afrique qui a mis pratiquement les 3/4 de son gouvernement en prison. Vous savez qu'en 2006, le président Biya, le candidat que je soutiens, a lancé l'opération Épervier, qui consistait à assainir les mœurs dans la politique, notamment pour ceux qui étaient aux affaires. Et donc, cela aboutit, comme vous le savez, à la sanction très forte de certains hauts dirigeants de la République. Notamment, il y a eu un ministre des Finances qui est toujours en prison aujourd'hui, M. Polycarpe Ababa, pour ne pas le citer. Il y a eu 2 SGPR, dont secrétaire général à la présidence de la République, à savoir Tanda Mebara, qui est toujours en prison aujourd'hui. Il y a eu M. Marafa, qui était un ancien secrétaire général à la présidence aussi. Il y a eu un MINDEF, un ancien MINDEF, M. Ngongo, qui est ancien ministre de la Défense. Il y a eu beaucoup de personnalités, même un ancien Premier ministre, M. Inoni Ephraim, qui a été mis en prison, tombé sous le champ de l'action initiée par le président de la République. Donc, sa vision, c'est d'amener le Cameroun à une prise de responsabilité, qui consiste à dire que quand on vous confie les charges de l'État, vous devriez avoir la conscience de servir l'intérêt collectif, l'intérêt général. Je crois qu'on ne peut pas le lui reprocher. Si le président Paul Biya voulait détruire le Cameroun, il n'aurait pas lancé l'opération Épervier. S'il voulait détruire le Cameroun, il n'aurait pas lancé le TCS, qui était là pour sanctionner les grands prévaricateurs de l'État. Donc, je pense que sa vision, c'est vraiment... D'abord, toute sa vie a été consacrée au Cameroun, depuis 1956. Il est parti en France pour ses études, quand il a eu le bac ici au lycée Leclerc. Il a fait l'ENA en France, il a fait l'étude de la France d'outre-mer en sciences politiques. Il est rentré au pays, il est rentré directement au gouvernement à Idjo. Et donc, toute sa vie durant, vraiment toute sa vie, il a consacré à sa patrie. Et donc moi, en tant que président de l'Alliance patriotique, justement, je ne pouvais que adhérer, il a fallu du temps peut-être, mais je ne pourrais qu'adhérer à sa vision. Parce que c'est un homme qui s'est consacré entièrement à son pays. Et moi, je soutiens... Monsieur Célestin, bien avant d'adhérer à sa vision, vous avez servi 2 grandes personnalités, notamment John Frunzi et Maurice Kamto. Vous avez observé et analysé le travail de Paul Biya. Que pouvez-vous dire de l'impact de ces personnalités sur le destin politique au Cameroun?
Bien, je dirais que d'abord, en commençant par John Frondi, que j'ai connu dans les années, on va dire, 90, je crois que je peux le considérer un peu comme mon mentor politique. Parce que c'était les premiers jets de mes pas en politique, et j'ai eu la chance de tomber sur une telle personnalité qui m'a, avec son style un peu paternaliste, mais je ne vais pas lui le reprocher, qui m'a un peu montré les forces et les faiblesses de l'action politique. Et c'est un homme extrêmement vrai, extrêmement direct dans sa manière de procéder, et qui m'a fait confiance à plusieurs reprises, notamment en 2012, quand il m'a confié les responsabilités nationales au sein du parti SDF, en me demandant de m'occuper de la fonction de secrétaire national aux droits de l'homme et des peuples. Je lui en suis reconnaissant aujourd'hui. Pour M. Kamto, moi je considère que c'est un homme qui nous a trahis, qui a trahi son parti. C'est un homme qui n'est pas très perméable à la franchise. Il est plutôt plus proche de la roublardise. Je le regrette profondément. Et malheureusement, je pense que le pic de cette roublardise, de cette hypocrisie politique a été manifesté lors du procès, lors de l'élection de 2020, élection couplée législative et municipale, qui pourtant portait le MRC à un niveau très élevé. Mais pour des raisons très irrationnelles, il a décidé de tout foutre en l'air. Et puis finalement, ça lui a causé les problèmes qu'il subit aujourd'hui, à savoir qu'il n'a pas pu être qualifié pour la présidentielle. Voilà, la jeunesse, c'est ça. Donc c'est un homme qui n'est pas très conséquent en politique. Je crois que c'est un grand professeur de droit, mais il aurait mieux fait d'y rester et ne pas s'engager dans une sphère dont il n'a pas les fibres ni les qualités nécessaires, je dois dire. Et pour le président Paul Biya, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme que j'ai appris à connaître, mais il demeure un homme très énigmatique. Il demeure un homme assez insaisissable, mais du moins, je suis sûr d'une chose, c'est un homme qui consacre sa vie à la nation, à la patrie, et qui continue à poser des actes extrêmement forts, peut-être que certains ne voient pas maintenant, mais qui, à l'orée 5 ans, 10 ans, on verra que ça a été pour moi un bâtisseur qu'on pourrait comparer facilement à son prédécesseur. Merci, M. Célestin Djamène, d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir suivi cette édition de l'interview spéciale avec Célestin Djamène, le président de l'Alliance patriotique républicaine et soutien de la majorité présidentielle de la candidature du président Paul Biya. Cette interview est disponible sur notre site www.africa24tv.com et sur l'application MyAfrica 24.